Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Parents sécurisants, enfants sécurisés, pour une parentalité sur mesure. Texte et narration, Marc Pistorio. Introduction. Devenir parent est un merveilleux défi, un voyage à deux, une épopée avec l'enfant dont on ne sait rien d'avance, si ce n'est qu'elle sera troublante, fascinante et intense. La parentalité est l'exercice d'un privilège dans lequel les parents visent continuellement l'équilibre avec l'enfant pour profiter pleinement du meilleur et contenir les risques du pire. Et si l'enfant ne peut rien quant au patrimoine génétique qui lui est légué, ses parents peuvent tellement quant à l'environnement quotidien auquel ils l'exposent. Les parents qui sont au fait de leur vulnérabilité s'acceptent imparfaits et suffisamment bons et plongent dans leur histoire pour mieux prendre soin de leur enfant et le protéger. Ils entrent alors dans la parentalité avec humilité et bienveillance et s'enquièrent de l'expérience inspirante d'ascendants, d'autres membres de la famille, d'auteurs, de chercheurs, de conférenciers, etc., pour guider leurs propres pensées, comportements et émotions. Ils développent ainsi une philosophie de vie et des pratiques éducatives qui servent la croissance fulgurante de leur enfant. L'inspiration est partout pour qui veut devenir un parent bien aimant, pourvu que l'intention profonde et sincère soit de soutenir l'enfant et se confirme au quotidien par des comportements cohérents. Un adulte pourra s'inscrire plus spontanément dans une parentalité bienveillante et sécurisante s'il a minutieusement réfléchi à ses propres modèles parentaux et à l'environnement quotidien dans lequel il a lui-même baigné lorsqu'il était enfant. Pour s'inscrire dans cette perspective, tout futur parent est invité à procéder au bilan de son histoire développementale. Mes parents ont-ils été présents physiquement et disponibles émotionnellement à la mesure de mes besoins ? Ai-je été sécurisé au sein de ma famille ? Mon sentiment profond de sécurité a-t-il été brimé par la maladie mentale, les troubles addictifs de mes parents ? Ai-je subi de la négligence, de la maltraitance, des agressions physiques ou psychologiques ? Ai-je bénéficié d'un réseau étendu de soutien solide, composé de personnes de confiance autres que mes parents ? Mes parents ont-ils favorisé la curiosité, l'exploration, la découverte et l'expérimentation ? L'expression libre des idées et des émotions était-elle valorisée ? L'exercice de l'autorité a-t-il été nuancé, constructif et sécurisant, ou plutôt excessif, destructeur et insécurisant ? Y a-t-il eu des iniquités flagrantes et invalidantes au sein de ma fratrie ? Etc. Les parents présents aux besoins légitimes et au soutien quotidien de leur enfant savent que la bienveillance se vit dans le calme, l'ouverture, la compréhension, l'intuition, le ressenti, la nuance, l'indulgence, l'humilité, l'empathie, la compassion, l'autocompassion, la générosité, etc. En miroir, ils savent aussi que cette bienveillance ne survit pas à la chaleur étouffante de l'intrusion, à la froideur de la distance émotionnelle, au chaos familial, à la démesure de réactions violentes ou intempestives, à l'agressivité intimidante et à l'incohérence des actions. Dans un climat sécurisant, l'enfant se sent libre de demander de l'aide, d'exprimer ce qu'il ressent, sans honte, sans crainte de représailles ou de jugement cassant. Cette disposition généreuse et équilibrée du parent est l'élan sincère, réfléchi et émotionnel de toute éducation aimante, le phare qui éclaire les défis relationnels de chaque jour, la promesse d'un apaisement, d'un épanouissement et d'un accomplissement pour l'enfant, et une gratification assurée pour tout parent qui exerce son rôle avec dignité. Pour créer un lien parent-enfant fort, durable et constant, on sait aujourd'hui que le développement d'un attachement sécurisant est particulièrement crucial au cours des 2 premières années de vie. Ce type d'attachement représente également la voie privilégiée pour aider l'enfant à révéler son plein potentiel individuel et social. En offrant à l'enfant un attachement sécurisant, le parent lui fait aussi le formidable cadeau d'un fonctionnement optimal, une fluidité du transfert des informations entre les 2 hémisphères cérébraux, une saine capacité d'indépendance et d'autonomie,
une régulation émotionnelle adaptée, une bonne résilience, etc. Les technologies d'imagerie médicale permettent d'ailleurs de montrer que les manques affectifs, ainsi que les psychopathologies qui leur sont conséquentes, provoquent des altérations significatives du cerveau et perturbent les connexions neuronales. Au lieu d'une activité cérébrale fonctionnelle, l'enfant souffrant de traumatismes émotionnels subit les effets d'une hyper- ou d'une hypostimulation. Avec la pandémie de la Covid-19, les premiers motifs de consultation chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes concernaient déjà les difficultés scolaires, les troubles de l'anxiété et de l'humeur et les symptômes dépressifs. À la suite de la pandémie, les statistiques sont encore plus alarmantes, avec une augmentation significative de 40 à 50% selon les pays occidentaux du nombre de consultations aux urgences pédopsychiatriques, avec une prévalence des troubles mentaux chez les moins de 25 ans et des pathologies graves telles que la schizophrénie, maintenant diagnostiquée chez des adolescents de plus en plus jeunes. La sécurité d'attachement cimente les fondations de la personnalité, renforce positivement les ressources intérieures et favorise les relations sociales harmonieuses. Elle agit comme facteur de protection et prémunit l'enfant et l'adulte contre des maux physiques et psychologiques aliénants. Pour ne pas ajouter aux risques préexistants ou situationnels de troubles du développement, il est essentiel que les parents s'équipent d'une aptitude solide à la régulation émotionnelle et à l'apaisement. Ainsi peuvent-ils mieux exercer leur rôle et se sentir plus compétents. Il est urgent qu'ils se déculpabilisent, se libèrent tout à fait des fantasmes tendancieux de perfection et de toute puissance et se convainquent enfin de leur capacité à offrir à l'enfant sécurité et équilibre. Un parent n'a d'autre responsabilité que de faire ce qu'il peut en tendant vers le meilleur avec honnêteté et authenticité. Les découvertes fondamentales des 50 dernières années en matière de psychologie développementale et de neuropsychologie permettent maintenant de mettre certaines instructions à la disposition des parents. S'ils s'informent des étapes du développement physique, psychologique et social de l'enfant, ils peuvent grandement l'aider à s'épanouir et favoriser son bonheur. Enrichis de ces connaissances, ils peuvent aussi éviter les grands écueils qui risqueraient de ralentir sa croissance. Or, les couples se sentent souvent démunis face à leur rôle de parents du fait de leur histoire personnelle et parce qu'ils évoluent dans une société valorisant à outrance l'individualisme. Le sentiment de communauté et d'appartenance est devenu de plus en plus flou. Du coup, les partenaires ont du mal à vivre la parentalité dans un relationnel durable, à partager le meilleur de l'intimité et de la complicité et à contrer les aléas du quotidien. Il manque de repères et d'outils pour savoir clairement comment satisfaire, chez l'enfant, l'incessant besoin structurant de liens enrichissants et de rapprochements physiques tendres et chaleureux. Leur aspiration première reste noble, ils voudraient s'assurer que leur enfant ne perde jamais tout à fait contact avec l'énergie vive et motivante de sa propre pulsion de vie, celle qui lui permettrait de goûter à l'équilibre et au bonheur. Mais cette aspiration éclot difficilement en l'absence d'un cadre éducatif clairement établi, pleinement assumé et respecté. Lorsque le parent vit un attachement sécurisant avec son enfant, ses pensées, ses comportements et ses émotions vont surtout être animés par le doute, la critique, la dévalorisation, les jugements négatifs, l'anxiété, l'évitement, la désorganisation et l'isolement. Pour contrer ces tendances négatives, les parents doivent prendre conscience de leurs enjeux, les accepter avec ouverture et développer progressivement une parentalité qui s'inspire du style d'attachement et des pratiques éducatives des parents sécurisants pour leur propre bénéfice et celui de l'enfant. La recherche et le travail des cliniciens sur le terrain montrent qu'il est tout à fait possible d'effectuer cette transition. Pour les parents insécurisants, la réparation des enjeux d'attachement revient alors à apprendre avec leur enfant à se réguler émotionnellement, à dédramatiser, à ralentir le rythme, à observer, à avoir du plaisir, à considérer de nouvelles perspectives, à rester connecté, optimiste, résilient, etc. Ces apprentissages vont consister à découvrir la force d'un lien relationnel où l'individualité de chaque parent et de l'enfant peut exister et s'épanouir sans subir d'intrusion ou de distance excessive.
Lorsque les difficultés et les ruptures affectives momentanées surviennent avec l'enfant, il est essentiel que les parents ne perdent jamais le fil d'attachement et d'amour qui les unit à lui et qu'ils continuent à l'aimer sans réserve et à assumer leurs responsabilités. Cet amour et ce soutien pour favoriser la croissance et l'équilibre de l'enfant constituent un engagement et un défi psychosocial. Pour réussir à prendre bien soin de l'enfant, le parent doit exercer simultanément plusieurs compétences essentielles. Comprendre son fonctionnement global et développemental selon son âge, le savoir, être capable de lire ses états émotionnels de façon sensible et nuancée, le savoir-être, et adopter des comportements cohérents en phase avec les besoins et la réalité quotidienne de l'enfant, le savoir-faire. L'ambition de ce livre est justement d'offrir aux parents les bases des connaissances et de l'exercice de ces 3 savoirs pour des bénéfices directs. L'apaisement et la rassurance de s'appuyer sur les connaissances issues de la recherche et de l'expérience clinique, la mise en place de pratiques éducatives positives et bienveillantes dans une attitude aimante, calme et affirmée, la dissipation des inquiétudes, des doutes et de la culpabilité qui font souvent craindre l'incompétence parentale. Vivre une parentalité gratifiante et adaptée aux besoins en constante évolution de l'enfant est tout à fait possible, surtout si les parents sont bien guidés et peuvent s'appuyer sur les résultats des recherches et sur l'expérience clinique des dernières décennies. Cet objectif d'épanouissement peut être atteint si les parents font preuve d'humilité, d'une intention sincère, d'une détermination sans relâche, d'une reconnaissance de leur propre vulnérabilité et limites, et établissent une communication positive avec leur enfant. Ce livre se décline en 3 parties. La première partie présente les 4 styles d'attachement possibles chez les parents: sécurisant, anxieux, évitant, désorganisé, et leurs impacts sur l'enfant. Le lecteur peut ainsi déterminer son propre style d'attachement et ses enjeux éventuels. On y décrit également les principales fonctions de l'attachement afin de répondre à quelques questions fondamentales. Comment se développe le sentiment de sécurité chez l'enfant? Comment celui-ci apprend-il à se réguler, à se co-réguler ou à se déréguler sur le plan émotionnel dans la dynamique relationnelle avec son parent? Quels sont les fondements de la communication affective entre le parent et l'enfant? Comment ce type de communication favorise-t-il l'ancrage de la relation d'attachement? Quelle est l'expérience émotionnelle du jeune enfant lorsque les communications ne sont plus synchrones avec son parent? Comment réparer cette asynchronie parent-enfant, etc. La qualité de la relation, sécurisante ou insécurisante, entre le parent et l'enfant va avoir un impact significatif sur le développement des représentations que l'enfant se fait de lui-même et des autres. Ces représentations auront bien sûr une incidence majeure sur la confiance en soi et l'estime de soi. Cette première partie inclut également une présentation détaillée de la construction des représentations internes, appelées aussi modèles internes opérants, un concept central dans la théorie de John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement. Pendant plusieurs décennies, j'ai agi à titre de médiateur familial au Québec pour établir des ententes de garde dans des couples avec enfants, séparés ou divorcés. Les séparations et les divorces concernent en moyenne 50% de l'ensemble des couples avec enfants. Il me paraissait important de fournir, dans cette première partie, des informations précises sur les réactions typiques des parents face aux tensions et aux conflits selon leur style d'attachement. J'en profiterai également pour décrire les effets extrêmes de la négligence et de la maltraitance sur le développement de l'enfant. Pour aider les parents au style d'attachement insécurisant, les chercheurs et les cliniciens ont élaboré des programmes d'intervention dédiés aux familles. Des professionnels assistent les parents, généralement à domicile, et les aident à développer les aptitudes et les compétences essentielles au développement d'un attachement sécurisant chez l'enfant. À titre d'exemple, je présenterai les principes généraux de plusieurs programmes d'intervention qui ont donné des résultats positifs. La deuxième partie du livre traite de la construction et de l'évolution de l'attachement chez l'enfant au cours de 3 stades développementaux de l'enfance: la petite enfance, de la naissance à 24 mois, l'âge préscolaire, de 2 à 5 ans, et l'âge scolaire, de 5 à 10 ans,
selon les découvertes récentes en psychologie, en psychoéducation, en pédopsychiatrie et en neurosciences. Ces connaissances référencées sur le développement et sur les différents styles d'attachement devraient être en mesure d'éclairer les parents à plusieurs égards. Nourrir des attentes réalistes vis-à-vis de l'enfant selon la maturité et les aptitudes de son stade développemental, favoriser une croissance harmonieuse sur les plans cognitifs, social, affectif et émotionnel, et développer un attachement sécurisant. Des informations détaillées sont présentées sur l'évolution progressive de la période critique des 24 premiers mois, du préattachement de la naissance aux attachements multiples de la fin de la deuxième année. Les 4 styles d'attachement, sécurisant, anxieux, évitant et désorganisé, sont décrits avec leurs caractéristiques distinctes. Le parent pourra donc s'appuyer sur cette deuxième partie pour déterminer le style d'attachement de son enfant. Pour une faible proportion de la population, l'attachement va évoluer de façon pathologique. Je présenterai donc brièvement les critères diagnostiques des 2 troubles de l'attachement inclus dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le trouble réactionnel de l'attachement, TRA, et le trouble de désinhibition du contact social, TDCS. Durant les 3 stades de l'enfance, plusieurs dimensions du développement de l'enfant sont considérées pour montrer, d'une part, comment elles se développent à l'intérieur d'un stade et d'autre part, comment elles évoluent d'un stade à l'autre selon les styles d'attachement. Ces dimensions sont, entre autres, la régulation émotionnelle, impulsivité, colère, anxiété, empathie, etc., les compétences sociales, le jugement moral, les mécanismes de défense, répression, régression, refoulement, etc. Là encore, les parents pourront situer le fonctionnement de leur enfant par rapport à ces dimensions à partir de leurs observations de ses comportements, de ses compétences et de ses aptitudes. Cet ensemble d'informations permettra aux parents de déterminer si le style d'attachement de l'enfant est homogène ou mixte, c'est-à-dire qu'il combine des caractéristiques appartenant à plusieurs styles d'attachement. La première et la deuxième partie du livre fourniront donc les informations pertinentes pour que les parents déterminent leur propre style d'attachement et celui de l'enfant. Ils seront également en mesure d'identifier les forces, les vulnérabilités et les enjeux particuliers de chaque style d'attachement. Les caractéristiques individuelles, cognition, comportement, réaction des parents et de l'enfant seront à renforcer positivement ou à modifier selon qu'ils disposent déjà d'un style d'attachement sécurisant ou d'un style d'attachement insécurisant. La troisième partie présente une approche parentale d'attachement positive, car elle est respectueuse des besoins de l'enfant selon ses stades développementaux. Elle est aussi très gratifiante pour les parents, car elle est relationnelle et donc centrée sur le renforcement du lien d'attachement sécurisant avec l'enfant. Je la qualifie de sécurisante, calme et affirmée. Elle permet aux parents de faire preuve de chaleur envers l'enfant et de lui apporter soutien et assistance, en plus d'assumer pleinement leur autorité parentale avec une fermeté bienveillante. L'enfant peut donc apprendre de la discipline dictée par ses parents grâce à une approche collaborative d'assistance et de soutien qui est non violente et non exclusivement punitive. Les parents sont encouragés à développer et exercer leur aptitude à la régulation émotionnelle, permettre à l'enfant de développer aussi la sienne, faire respecter leurs pratiques éducatives et transmettre leurs valeurs. Les concepts avancés dans cette approche s'appuient sur les résultats de nombreuses recherches théoriques et empiriques. Plusieurs sont cités dans ce livre. Au début de cette troisième partie, je présente 4 styles parentaux: démocratique, autoritaire, permissif, négligent, mis en évidence par la psychologue Diana Baumrind dans les années 1960. Aujourd'hui encore, ces styles demeurent des références dans la communauté scientifique et clinique pour distinguer les parents. Chaque style est défini selon l'importance accordée à 2 dimensions essentielles: la responsivité, c'est-à-dire la sensibilité du parent aux besoins de l'enfant et sa capacité à les satisfaire avec chaleur, soutien, assistance et acceptation, et les exigences du parent, c'est-à-dire les demandes,
le contrôle des comportements, l'autorité. Il existe plusieurs autres approches de la parentalité apparues plus récemment dans la société et représentatives de tendances actuelles. Elles sont des déclinaisons des styles initiaux de Bumryn et se différencient également en termes de responsivité à l'enfant et d'exigence des parents. À titre d'exemple, je décris 3 styles parentaux populaires et aux philosophies tout à fait distinctes. La parentalité free range, qui valorise essentiellement la liberté et l'indépendance de l'enfant, la parentalité hélicoptère, où les parents sont interventionnistes et contrôlants, et la parentalité positive, qui prône l'exercice de l'autorité des parents et la sécurité émotionnelle de l'enfant. Ces informations diversifiées permettront aux parents d'identifier leur propre style parental, de déterminer dans quelle mesure ils en sont satisfaits, d'abandonner éventuellement certaines pratiques éducatives au profit de nouvelles, plus en phase avec leurs valeurs et leurs aspirations. Cette dernière partie inclut des éléments de réflexion, des comportements, des réactions, des stratégies, des conseils pratiques et des outils concrets pour aider les parents à définir et à confirmer le style parental qui les inspire et à adopter conjointement des pratiques éducatives cohérentes. Toutes les recommandations s'inscrivent dans une même philosophie éducative qui vive l'actualisation du potentiel cognitif, social et émotionnel de l'enfant et qui satisfait bien sûr son besoin d'amour et favorise son épanouissement. Au-delà des conseils des professionnels, je suggère surtout aux parents de développer une parentalité sur mesure, unique à leur dynamique relationnelle avec l'enfant. Elle doit être adaptée à leur personnalité et à celle de l'enfant et s'enrichir de pratiques éducatives qui servent et satisfont au mieux ses besoins développementaux. Ancrer sa sécurité intérieure, favoriser l'expression de ses émotions, apprendre à réguler et à co-réguler ses affects, s'individualiser, communiquer ouvertement ses pensées, ses raisonnements, ses émotions, etc. Enfin, cette démarche devrait s'appliquer à chaque enfant de la famille avec un style parental par enfant et donc plusieurs styles parentaux par fratrie. De nos jours, il est encore nécessaire de sensibiliser les parents et les nouvelles générations de parents à l'importance de leur rôle comme figure d'attachement sécurisante et comme modèle inspirant de croissance. L'empreinte relationnelle créée précocement avec l'enfant est indélébile. Elle a un impact majeur et continu sur son évolution. Le parent a le pouvoir absolu de renforcer cette empreinte quotidiennement dans l'affection, dans la régulation de ses propres émotions et de celles de l'enfant, et dans les principes éducatifs adoptés. S'intéresser au développement de l'enfant au sein de sa famille, c'est aussi considérer qu'un enfant ayant été privé du besoin légitime de sécurité avec ses parents est à risque élevé de devenir plus tard un parent incapable de répondre à ce même besoin pour ses propres enfants. Ce risque peut être prévenu, voire annihilé, si le parent blessé dans sa propre histoire familiale élargit suffisamment son champ de conscience par un travail sur lui-même, d'introspection ou de psychothérapie par exemple. Il peut ainsi prémunir sa descendance de la reproduction des souffrances de son enfance, ce que Bowlby appelle la transmission intergénérationnelle de l'insécurité. À titre de psychologue clinicien, ma préoccupation est bien celle-là. Renforcer les aptitudes parentales bienveillantes par la sécurité d'attachement, aider les parents à réparer leurs blessures d'attachement, éliminer progressivement leurs incidences désastreuses sur les relations intimes, mieux se réguler sur le plan émotionnel et briser définitivement le cycle dévastateur de l'insécurité pour les générations futures. Pour le parent qui n'est pas familier avec une approche de parentalité d'attachement positive, calme et affirmée, la relation à l'enfant et les tâches éducatives peuvent paraître une montagne aux chemins escarpés, impossible à gravir. Or, il n'en est rien. Pour développer une parentalité sécurisante, il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit surtout de faire différemment. De nouvelles compétences parentales peuvent s'appuyer sur des principes éducatifs étudiés et validés par la recherche clinique ou empirique qui reconnaissent les particularités de l'enfant, sa personnalité sensible, ses besoins spécifiques et sa vulnérabilité physique et psychologique. Avec les techniques et les outils adéquats et à force de s'y exercer,
comme pour tout entraînement efficace et réussi, le parent découvrira petit à petit de précieux bénéfices. Plus d'énergie positive, moins de tension, des conflits aux résolutions rapides et durables, la gratification immédiate d'une plus grande compétence parentale et le bonheur immense d'une connexion heureuse avec lui-même et avec son enfant. Première partie. Les styles d'attachement du parent et de l'enfant. Il reste toujours quelque chose de l'enfance. Toujours. Marguerite Duras. Dans les années 1970, la théorie de l'attachement de John Bowlby, psychiatre et psychanalyste anglais, a été la première approche développementale et sociale à expliciter de manière nuancée combien la qualité du lien d'attachement parent-enfant affecte à la fois le sentiment de sécurité du jeune enfant et sa capacité ultérieure à s'épanouir, notamment en développant des relations intimes fonctionnelles et satisfaisantes. À ce jour, des milliers de recherches sur l'attachement ont confirmé que les interactions précoces vécues par l'enfant selon les styles d'attachement de ses parents influencent radicalement le cours de son développement. Cette influence, positive ou négative, participera activement à l'émergence du style d'attachement de l'enfant qui deviendra sécurisant ou insécurisant, anxieux, évitant ou désorganisé. Chapitre 1. L'essentiel de l'attachement. À partir de l'observation et de l'analyse des réactions de très jeunes enfants de 12 à 24 mois séparés de leurs mères hospitalisées, Bowlby et ses collègues constatent que cette séparation et l'absence de la mère provoquent une réaction extrême de détresse caractérisée par une alternance de colère et de pleurs inconsolables, puis d'un effondrement à la fois nerveux et psychologique. Épuisés, ces jeunes enfants deviennent soudainement silencieux et ne réclament plus l'assistance du parent. Ils paraissent faussement calmes alors qu'ils sont en fait accablés et résignés. Les recherches ont démontré que tout enfant faisant l'expérience de cycles répétés de détresse et d'absence de rassurance de la part du parent vit en fait un état prolongé de dérégulation émotionnelle. Sans la réponse affective apaisante du parent, les enfants restent figés dans cette détresse. Ils auront tendance à revivre la même réaction intense et la même perturbation lors des séparations ultérieures. Comme la charge émotionnelle est trop forte et impossible à métaboliser, elle mène à un traumatisme qui crée une mémoire émotionnelle. Dès lors, tout contexte assimilé à l'événement traumatique initial, l'absence prolongée de réponse parentale rassurante, sera susceptible de provoquer à nouveau un même état de dérégulation, ce que confirment les études récentes en neuropsychologie. Les grandes avancées technologiques en neuroimagerie, telles que la tomographie d'émission monophotonique, la tomographie par émission de positrons et l'IRM fonctionnel, permettent de visualiser l'impact des interactions de cerveau à cerveau entre la mère et le nourrisson, ainsi que les changements structuraux et fonctionnels du cerveau. Ainsi, il a été démontré et montré en images que les traumatismes émotionnels causent des dommages au cerveau et affectent l'amygdale, le centre de régulation des émotions, l'hippocampe, le thalamus et le cortex préfrontal qui sont directement impliqués dans l'interprétation des informations parvenant au cerveau et qui provoquent les réactions de fuite, d'attaque ou d'inhibition. Bowlby met de l'avant l'importance des expériences relationnelles précoces chez l'enfant et soulève particulièrement combien le manque de sécurité dans cette relation aux premières figures d'attachement, la mère puis le père, entrave son développement émotionnel. Pour mieux comprendre la dynamique d'attachement entre la mère et l'enfant, Mary Ainsworth, psychologue américaine et étudiante de Bowlby, a mené au cours des années 1970 une recherche devenue une référence en psychologie développementale du fait de la portée de ses résultats. Ainsworth a construit le protocole d'une situation étrange
dans laquelle un très jeune enfant, de 12 à 18 mois, était séparé de sa mère pendant un temps avant de la retrouver plus tard. L'enfant, sa mère et un adulte non familier étaient placés dans un même environnement, puis la mère quittait la pièce et l'enfant restait seul avec l'adulte inconnu. La mère revenait ensuite et à son tour, l'adulte quittait la pièce. Le but de la recherche était d'observer les réactions de l'enfant, de stress, détresse, anxiété, calme, etc., au départ et au retour de sa mère. Ainsworth a défini la sensibilité parentale comme la capacité de percevoir et d'interpréter avec précision les signaux de l'enfant et d'y répondre de manière adéquate et rapide. Les mères présentant une sensibilité élevée aux besoins et à l'état émotionnel de l'enfant étaient celles qui répondaient le mieux à ces réactions. Ainsworth a ainsi pu dégager 3 styles d'attachement qui distinguent la façon dont les enfants s'engagent dans des relations, les développent et les maintiennent. Style d'attachement sécurisant, 60% de l'échantillon, style d'attachement insécurisant anxieux, 20%, et style d'attachement insécurisant évitant, 10%. En 1990, Mary Main, psychologue américaine, complète cette classification et décrit un style supplémentaire d'attachement insécurisant, le style d'attachement désorganisé, 10%. Ce protocole de recherche, répété dans de nombreux pays auprès de milliers d'enfants et de milliers d'adultes, a produit des résultats éloquents. Il apparaît que les parents et les enfants possèdent tous l'un de ces 4 styles d'attachement. La contribution significative d'Ainsworth a été de compléter la théorie de l'attachement de Bowlby en développant une méthode systématique d'observation des relations mère-enfant et une classification universelle des styles d'attachement. Ceux-ci sont décrits en détail dans la première partie du livre pour les parents et dans la deuxième partie pour les enfants. Les spécialistes de l'attachement définissent les styles d'attachement comme des modèles systématiques d'attente vis-à-vis de soi et des autres, de besoins émotionnels, de stratégies de régulation émotionnelle et de comportements sociaux qui distinguent les individus. Nous développons tous un style d'attachement, mais celui-ci n'est pas forcément de type sécurisant. Il est donc particulièrement intéressant pour les parents d'identifier leur propre style d'attachement et celui de leur enfant, afin de mettre en œuvre des comportements verbaux et non verbaux, des pratiques éducatives et des outils concrets cohérents, susceptibles de renforcer positivement la sécurité de l'enfant ou de contrecarrer ses insécurités. Depuis son émergence et sa diffusion, la théorie de l'attachement a été validée, améliorée et largement étayée par la communauté scientifique internationale. Elle est toujours d'actualité et elle a encore de nos jours un profond retentissement chez les professionnels en santé mentale et en éducation. Cette théorie, qui traite du quotidien de la relation parent-enfant et valorise les bienfaits d'une parentalité sécurisante, mérite d'être largement propagée et vulgarisée pour ses implications cliniques et concrètes. L'approche du développement du jeune enfant centrée sur la sécurité de l'attachement a changé drastiquement le regard naïf que l'on portait sur l'enfant au milieu du siècle dernier. Les parents pensaient alors que les besoins essentiels des enfants consistaient surtout à recevoir des soins de base, alimentation, vêtements, instruction scolaire, vacances, et à être encadrés par une éducation autoritaire. Les marques d'affection étaient considérées comme secondaires, voire contre-indiquées. Longtemps, les parents ne se sont pas préoccupés de l'environnement affectif de l'enfant et son besoin fondamental de sécurité a été profondément négligé. Il faudra atteindre la fin du XXe siècle pour que ce besoin de l'enfant devienne une priorité et soit enfin considéré comme la fondation de base essentielle à tout développement physique et psychologique harmonieux. Développer un sentiment inaltérable de sécurité. Dès la naissance, l'enfant est à la recherche d'un contact chaleureux qui traduit sans équivoque l'amour, la reconnaissance et la validation de son existence. Pourtant, l'amour ne suffit pas pour rassurer tout à fait l'enfant naissant, que tout impressionne, et l'apaiser dans ses moments de doute, d'inquiétude et d'anxiété. Pour que cet amour éclose et le sécurise, il doit être ressenti profondément et fréquemment.
Les parents doivent donc adopter des comportements qui accueillent pleinement les perturbations momentanées de l'enfant et s'emploient activement à le rassurer. L'enfant, soudainement inquiet et anxieux, va communiquer son état aux parents en poussant des cris, en pleurant, en cherchant ou en évitant son regard, en s'agitant, etc. Le parent qui décode bien ce changement d'état et ce malaise répond alors sans trop attendre. Il s'approche de l'enfant, lui parle gentiment, le caresse avec patience et douceur. Et si le parent ne doute pas de pouvoir l'apaiser, cette capacité pourrait bien devenir un jour celle de l'enfant pour lui-même. Peu à peu, l'agitation de l'enfant diminue et la proximité physique le rassure. Le calme de son parent lui permet de retrouver le sien. L'anxiété du moment a été ressentie, pleinement vécue et apaisée grâce à la présence d'un parent qui a su se montrer confiant et rassurant. L'enfant a retrouvé le sentiment de sécurité qu'il avait perdu pendant un bref instant. Lorsque l'enfant se sent anxieux et inquiet, il est envahi d'une perturbation dont il ne sait que faire, car il n'a pas encore appris à gérer cette excitation neurophysiologique soudaine, donc vivement ressentie dans le corps. Son système d'attachement est automatiquement sollicité. Ces comportements manifestes de détresse alertent le parent, qui active également son propre système d'attachement. Il recourt à des signaux de communication verbaux et non verbaux explicites pour sécuriser l'enfant. Avec le temps, l'enfant développe la certitude de la disponibilité physique et émotionnelle du parent. Il anticipe son soutien rassurant et la finalité d'un apaisement complet. À l'inverse, certains enfants restent très perturbés par un stress latent qui ne peut être complètement évacué car leurs parents n'ont jamais réussi à développer une aptitude efficace à se calmer eux-mêmes et à savoir calmer. Comme ses parents ne sont pas de bons régulateurs émotionnels, cet enfant ne saura jamais comment retrouver son calme dans un moment de suractivation émotionnelle. Le cerveau de l'enfant est précablé pour développer un attachement à ses parents. La fonction première de cet attachement est d'assurer et de maintenir son sentiment de sécurité. L'enfant naît avec l'équipement neuropsychologique dont il a besoin pour s'adapter à son environnement. Or, si tout enfant est attaché à ses parents, tout enfant ne développe pas forcément envers eux un attachement sécurisant. En effet, la sécurité d'attachement ne peut se construire et se maintenir que dans un climat de confiance où les parents sont aimants, bienveillants et s'ajustent adéquatement aux besoins émotionnels de l'enfant. Lorsque ce lien sécurisant est créé, l'attachement de l'enfant à ses parents devient le terreau d'une bonne santé physique, mentale et émotionnelle. Ensuite, les relations d'intimité sont perçues avec un a priori positif et deviennent tout aussi sécurisantes, nourrissantes et inspirantes que celles vécues à répétition avec les parents. L'expérience interpersonnelle est intégrée comme une richesse, une source inaltérable d'échanges satisfaisants et de soutien possible en cas de besoin. Plus l'environnement familial est perturbant, instable et déphasé quant aux besoins développementaux spécifiques de l'enfant, plus ce dernier est à risque de développer un attachement insécurisant. Cette hypothèse, tout d'abord formulée dans les années 1970 par les premières recherches sur l'attachement, est aujourd'hui confirmée par les données probantes. Cet intérêt prononcé des scientifiques, des chercheurs, de mes confrères cliniciens et de moi-même pour les styles d'attachement sécurisants, anxieux, évitants, désorganisés, traduit bien l'engouement d'une approche aux bénéfices théoriques et cliniques indéniables. Dans la pratique, elle fournit des indications précises sur les attitudes, les pensées, les comportements, les réactions et les émotions qui favorisent la sécurité psychologique de l'enfant. Elle démontre ainsi combien les risques de développer un style d'attachement insécurisant peuvent être foncièrement contenus et réduits, voire complètement éliminés. Notamment, il a été démontré que le style d'attachement développé à l'âge de 12 mois à peine est déjà associé à des comportements typiques de sécurité ou d'insécurité. Ces mêmes comportements auront tendance à se maintenir tout au long de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte, notamment dans les relations amoureuses. Mais surtout, ils peuvent être modifiés pour plus de sécurité grâce à un travail psychothérapeutique. Apprendre à réguler ses émotions.
Les recherches ont montré que nous disposons déjà de 6 émotions de base à la naissance, peu importe la culture dans laquelle nous voyons le jour. La joie, la colère, la tristesse, la surprise, la peur et le dégoût. Les émotions sont donc au cœur de notre existence. Elles influencent nos perceptions et nos réactions et elles guident nos comportements. La régulation émotionnelle est définie comme la capacité de modifier un état émotionnel pour développer des comportements adaptatifs et maintenir un certain équilibre. Lorsqu'une émotion est clairement identifiée et que son message est compris, il devient alors possible de la vivre sans résistance et de modifier ses comportements au besoin par la suite. Ainsi, l'intensité de la charge qu'elle porte peut être absorbée et éliminée, et elle ne crée pas de stress. L'émotion est régulée. Réprimée, elle joue sa fonction d'indicateur de tension, mais ce signal est ignoré. Elle mobilise alors une énergie forte et négative qui perturbe à la fois le fonctionnement physiologique et psychologique. L'émotion provoque ainsi un état de dérégulation. Soudainement, l'équilibre corps-esprit est rompu. Dès la période critique de la première année, le bébé effectue des apprentissages fondamentaux qui influenceront son développement affectif de façon considérable. La première figure d'attachement, la mère ou la personne qui prodigue le plus souvent les soins, devient le cerveau de l'enfant dès sa naissance. Le parent est un modèle qui montre comment ressentir, reconnaître, traiter, exprimer et réguler les émotions. Le tout jeune enfant va également apprendre à identifier et à interpréter les émotions de son entourage immédiat en observant les réactions de ses parents avec d'autres personnes. Ces expériences émotionnelles diverses lui permettent progressivement de s'individualiser. Je suis en lien avec les autres et à la fois différent d'eux. Puis, des années plus tard, les interactions sociales le conduiront à développer les premiers comportements d'empathie. Le jeune enfant perçoit, ressent et interprète l'environnement dans lequel il évolue de façon tout à fait subjective. Ainsi, il vit une alternance continuelle d'états de calme et de moments de tension selon son expérience émotionnelle du moment et le niveau de satisfaction de ses besoins. En tout début de vie, l'attention de l'enfant est surtout mobilisée par ses sens, l'odeur de maman, la caresse de papa, etc. Ses sensations, le froid, la faim, etc. Et c'est à partir d'elles qu'il commence à construire ses premières représentations mentales. Celles-ci auront d'ailleurs une incidence majeure sur son expérience et son exploration du monde. Ces expériences corporelles et la façon dont il les vit susciteront chez lui un apaisement ou une angoisse. Lorsque cette interprétation génère un état d'excitation d'une intensité perturbante, peur, tristesse, colère, etc., l'enfant passe en état d'alerte et son corps réagit par une tension manifeste. Accélération de l'activité motrice, de la respiration, du rythme cardiovasculaire, changement d'humeur, agitation, etc. Si cette excitation s'intensifie davantage et que l'enfant n'est pas apaisé, il est envahi d'une détresse qui le pousse à se désorganiser et à rechercher la proximité physique avec le parent. L'enfant insécurisé dans la relation d'attachement évolue dans un environnement familial où il perçoit rapidement ses parents comme incapables de satisfaire ses besoins de sécurité, ou alors le faisant de façon ambivalente, inconstante et incohérente. Il se sent abandonné et perdu dans sa détresse. Les régions du cerveau directement impliquées dans le traitement des informations émotionnelles et sociales, amygdale, hypothalamus, insula, cortex singulaire, cortex orbitofrontal, commencent à se différencier au cours du dernier trimestre in utero. À la naissance, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.